En manchette ce soir, les paramédics de la région intensifient la pression. Plus d'un mois après le début de la grève, toujours aucune entente avec le gouvernement. Je pense que malheureusement, ça démontre la position gouvernementale qui est de ne pas vraiment négocier. Quel défi attendent le nouveau chef de Kitsakik? Et embarqué à bord d'une balade gourmande au Témiscamingue. Je voulais absolument le faire, découvrir des places. Tu sais, moi, j'habite au Témiscamingue, mais j'ai jamais visité le fossilarium. C'est sûr qu'on va ramener nos petits-enfants ici l'année prochaine. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous pour ce TVA 18h. Les paramédics en grève de la CSN se sont mobilisés à nouveau ce matin à Rouyn-Noranda dans le but de se faire entendre. Olivier, les négociations entre le syndicat et le gouvernement sont au point mort. Oui, absolument, Kémilia. Un peu plus d'un mois après le déclenchement de la grève générale illimitée par le personnel paramédicaux, les négociations qui stagnent. Ce qui bloque en ce moment, c'est que Québec demande de faire des concessions aux syndicats en retour de contrepartie. La contrepartie se veut comme étant l'augmentation de 17,3 qu'on a offert du côté du secteur public. Mais en retour, ce qu'on veut du côté du gouvernement, bien, c'est de diminuer de 4 de l'heure le salaire des paramédicaux. Du côté de la CSN, on dénonce le comportement de la partie patronale. C'est déplorable d'avoir un vis-à-vis patronal qui a une attitude de fermeture comme celle-là et qui demande des concessions littéralement inacceptables dans un contexte où on essaie d'attirer et de retenir de la main-d'œuvre. On le sait, on le dénote depuis longtemps, la situation de la main-d'œuvre chez les paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue en particulier, elle est difficile. Et Olivier, le syndicat, la CSN, ne compte pas lâcher le morceau. Oui, effectivement, il continue donc à faire du piquetage quelques heures par semaine. Du côté de la CSN, on mentionnait ce matin qu'on continue à regarder ce qui se passe et on adaptera la stratégie en fonction de la réponse de Québec. Mais pour l'instant, l'important, c'est de continuer à faire des actions de mobilisation, des actions de visibilité, tout en continuant à offrir des services à la population. Il faut comprendre en Abitibi-Témiscamingue, si les gens se demandent pourquoi on ne voit pas les paramédics peut-être à tous les jours là, sur le piquet de grève, c'est qu'en raison des services essentiels, il y a une durée limitée là, d'heures de grève là, qui est faite à chaque semaine là, en fonction de la capacité de l'employeur à remplacer les paramédics parce qu'on comprendra que lorsqu'il y a des paramédics syndiqués qui font la grève, ça prend des paramédics qui sont cadres pour venir les remplacer. Il n'est pas question d'aller affecter le service qui est donné à la population. Et en terminant, Kémilia, il est à noter que la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a tweeté hier concernant le sujet, a mentionné sur son compte X qu'avoir un mandat de négociation ne signifie pas que le gouvernement doit accepter toutes les demandes syndicales. Il a été clair dit à la table que le 17,4 est accessible en échange de contrepartie, comme pour tous les autres syndicats qui ont réglé leurs problèmes. Ouais, un dossier qu'on va suivre. Merci, Olivier. Bonne soirée. Et on se déplace maintenant dans la vallée de l'Or. Après plusieurs heures de fermeture, la route 117 dans le secteur du Buisson à Val-d'Or a été réouverte à la circulation en début d'après-midi. Vers 9 heures ce matin, 3 véhicules sont entrés en collision l'un derrière l'autre après qu'un camion transportant une pelle mécanique se soit immobilisé sur le chemin. Bon, il n'y a eu aucun blessé majeur, seulement des transports préventifs vers le centre hospitalier. Et des fils d'Hydro-Québec se sont retrouvés par terre, donc des équipes de la Société d'État devaient intervenir. Un agent expert en collision de la Sûreté du Québec tente de faire la lumière sur les circonstances. Et à Kitsakik, un vent de changement souffle sur la communauté après l'élection d'un nouveau chef. Élise Tessier nous parle des priorités d'Édouard Brazeau. Édouard Brazeau est officiellement le nouveau chef de la communauté de Kitsakik depuis lundi. À peine entré en fonction, il porte déjà une vision ambitieuse pour sa communauté. Il y a eu beaucoup de conflits dans la communauté dans le dernier mandat. C'est quelque chose quand même que je veux aborder avec la communauté. Le projet du campus étudiant, je veux le ramener sur la table parce que je trouve que c'est un beau projet pour l'avenir de nos jeunes. Aussi, dossier Wanaki qui a été un peu mis de côté. Il va y avoir un projet de village. C'est quand même un projet, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies là, que c'est sur la table. Parmi ces nombreux projets, une chose est claire.
Il souhaite que les membres de la communauté puissent continuer à vivre à Kitsakik. Notre population grandit aussi. Il y a beaucoup de membres qui sont partis de la communauté. On veut faire en sorte qu'ils reviennent. On veut faire le projet de construction de maisons familiales. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'on est en surpopulation dans les maisonnées ici aussi. C'est notre situation aussi. Puis il manque terriblement de maisons là, familiales. Concernant le projet d'électrification, l'adaptation des habitations dans la communauté a débuté il y a 2 ans, en 2023. Selon les informations qu'on a, le projet d'électrification devrait être ici en décembre 2025, ou sinon peut-être dans les mois suivants. Là. Pour tout le monde? Pour tous les membres de la communauté. J'espère que ça va faire en sorte que d'autres choses vont se développer aussi à côté avec l'arrivée de l'électrification. Le 11 août se déroulera l'assermentation du nouveau chef et du conseil au sein de la communauté. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Kitsakik. On vous en parlait hier, il y a une première candidate pour le parti politique Virage à Rouyn-Noranda, Joanie Duval, qui se présente comme conseillère municipale du district Kekeko. Aujourd'hui, on lui a demandé sa vision pour les quartiers ruraux, comme ceux qu'elle veut représenter. Entrevue d'Anthony Dallaire. Qui est Joanie Duval? La réponse est peut-être moins simple. J'ai un parcours atypique. J'ai été récemment journaliste. J'ai été massothérapeute avant ça, fleuriste. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis réinventée souvent. J'ai eu une carrière, c'est ça, atypique. Donc, puis je m'intéresse beaucoup à la politique. Mon parcours de journaliste a fait que c'est quelque chose qui m'intéresse, surtout la politique municipale, parce que je pense que c'est là qu'on a plus de poids pour justement changer, faire des changements dans notre société. Pourquoi se présenter pour le district Kekeko, mais surtout pourquoi le faire avec les couleurs du nouveau parti Virage? Bien, premièrement, le district Kekeko, j'y habite. J'habite dans le quartier Baudry. Je suis aussi active au niveau des activités communautaires. Je m'implique beaucoup au niveau du communautaire. Donc, je connais très bien les enjeux du district. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me présenter là. Puis, le Parti Virage... mes valeurs rejoignent les valeurs du parti. Puis quelque chose qui est très important pour moi, c'est la démocratie. Puis je pense que le parti va aider à justement qu'il y ait plus de participation citoyenne dans la démocratie. Donc, le district Kekeko, c'est beaucoup les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que, selon vous, les quartiers ruraux ont besoin justement à Rouyn-Noranda? Bien, c'est sûr qu'au niveau économique, il y a des enjeux. On aimerait ça voir l'agriculture se développer, tout ce qu'on peut apporter de beau à notre économie dans nos quartiers ruraux. Il y a des belles communautés qui sont tissées serrées en ruralité. Il y a beaucoup de cultures qui émergent de ces communautés-là. La faire briller, la ramener en ville, ramener la ville en ruralité. Il y a des enjeux aussi au niveau de la mobilité. Puis, je ne vous le cacherai pas, les infrastructures, nos routes, c'est quelque chose qui est à travailler. Donc, c'est important pour nous aussi en ruralité. Avec tout ça, pourquoi en novembre, on devrait voter pour Joanie Duval? Justement, là, pour une gouvernance qui est plus proche de la communauté, de réduire justement le lien entre le conseil, entre la mairie et les communautés rurales. Puis justement, de laisser les citoyens parler puis s'impliquer en politique municipale. Et les balades gourmandes se concluaient aujourd'hui avec des visites dans le secteur nord du Témiscamingue. Ces petites incursions agroalimentaires, une initiative de la MRC, ont permis à une quinzaine de participants de découvrir les producteurs du coin. Un reportage de William Maillé.
Avec un petit air de sortie scolaire, cette 4e balade gourmande permet aux visiteurs de découvrir notamment l'entreprise L'Éden Rouge à Saint-Bruno-de-Guigues et le musée du Fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. C'était vraiment très intéressant ce matin, l'Éden Rouge. Là, on a appris plein de choses sur les cultures, les façons de faire. C'est vraiment bien, en tout cas. Oui, vraiment éducatif. Puis c'est sûr qu'on va ramener nos petits-enfants ici l'année prochaine. Terminant dans le secteur nord, les balades gourmandes auront visité les agrotransformateurs et musées des 4 coins du Témiscamingue avec une quinzaine de participants chaque fois. Je voulais absolument le faire, découvrir des places. Tu sais, moi, j'habite au Témiscamingue, mais j'ai jamais visité le Fossilarium, non plus la Bleuetière. C'était ça l'objectif numéro 1 des balades gourmandes. Dans le cadre de circuits, souvent, c'est que les gens vont en choisir un ou deux, ou s'ils passent par là, ils vont arrêter. Mais là, en faisant un circuit, on les amène à découvrir davantage nos produits du terroir. Et pour ceux qui produisent ce qu'on mange, d'accueillir un groupe de curieux leur permet de mieux présenter leur réalité et leurs défis. Les gens étaient super contents de comprendre un peu la production. Il y a des gens qui me disaient « Ah, tu sais, à comprendre comment c'est fait, tout le travail qu'il y a derrière ça, on comprend mieux ce qu'on mange, on comprend mieux les prix aussi parfois. » Fait que c'est toujours vraiment intéressant de recevoir un groupe. Les participants ne regrettent en aucun cas de s'être embarqués dans l'aventure et espèrent pouvoir la vivre à nouveau. Il y en avait, je pense, 3 qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr là, que j'aimerais le refaire l'année prochaine. Si ça se présente encore, on va essayer de faire un autre circuit pour... Là, c'est le circuit nord, mais peut-être qu'on peut essayer le circuit sud. C'est donc la fin de cette première édition des balades gourmandes, mais la MRC de Témiscamingue prévoit poursuivre l'expérience l'an prochain avec encore plus de visites et encore plus de producteurs agroalimentaires. William Maillé, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Et dans le monde aérien, alors que la possible grève chez Air Canada toucherait plusieurs liaisons au pays, elle n'entraînera pas de perturbations dans la région. Le syndicat qui représente les agents de bord nous a confirmé l'information ce matin. C'est que la liaison entre Rouyn-Noranda et Montréal est assurée par Air Canada Express, donc une ligne aérienne qui n'est pas liée par les négociations. Et d'ailleurs, l'employeur a déposé une offre aux agents de bord dans le but d'éviter une grève et prévoit une augmentation salariale de 32,5 % sur les 4 prochaines années. On rappelle que les agents de bord d'Air Canada ont voté à 99,7 % en faveur d'un mandat de grève mardi soir. Donc, les salariés et l'employeur ont jusqu'au 16 août pour s'entendre. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Prenez-vous régulièrement l'avion pour vous déplacer à l'extérieur de la région? » Vous avez répondu non à 92 %. Vous pourrez en apprendre plus ce soir sur l'histoire minière de notre région dans une conférence à la Cité de l'Or. On vous donne les détails dans le segment culturel directement après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Mélanie Brochu et Dominique Brunet, nouveaux propriétaires du restaurant Le William Café à Amos, ont rénové et réaménagé les salles à manger et la cuisine, en plus de racheter des équipements plus fonctionnels. Ils ont investi près de 150 000 $ dans la modernisation de leur entreprise et ont embauché une vingtaine de nouveaux employés. Ce restaurant à déjeuner et dîner offrira bientôt des brunchs les fins de semaine. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Roxane au culturel, un spectacle ce soir à la Sarre qui est déplacé en raison de la pluie.
Oui, bien, c'est ce soir, 20h, les Jeudis sous les étoiles qui va avoir lieu ce soir. Et cette semaine, bien, c'est avec Julie Duguay et Kevin Boudrias. Ils vont vous présenter un spectacle qui va être complètement country. On va revisiter des classiques et également des compositions originales. Ils vont faire chanter et danser toute la soirée, mais en conditions, des conditions météorologiques, bien, ça va avoir lieu à la salle des Jardins de la Sarre et non à l'extérieur comme c'était prévu habituellement. Donc, ils vont vous présenter tout qu'un spectacle ce soir. Voici ce qu'ils avaient à dire sur celui-ci. Bien, ce soir, c'est un spectacle à saveur country. Donc, on va jouer toutes sortes de morceaux country, du vieux country, du country plus récent. On va s'amuser un petit peu avec les gens qui vont être dans la salle. Ben, je pense qu'il y en a qui vont peut-être avoir de la misère à rester assis parce qu'on a on a des morceaux country qui bougent quand même. On a des grands classiques. Les gens vont chanter avec nous. Je pense on va vraiment s'amuser. Il y a aussi ce soir une conférence historique sur l'héritage de notre région à la Cité de l'Art de Val-d'Or. Mais oui, vous pourrez en apprendre plus ce soir au Chevalement numéro 7 à la Cité de l'Art sur l'histoire minière de notre région. On parlera de l'histoire de Val-d'Or de deux façons et l'événement est présentement en cours, mais inquiétez-vous pas, là, vous pouvez encore vous y rendre et c'est complètement gratuit pour tout le monde. La conférence est présentée par Émilie Rivard-Boudreau et Paul-Antoine Martel, dis-je bien, et je leur ai parlé aujourd'hui. Voici ce qu'ils avaient à dire sur leur conférence de ce soir. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que le lieu où on donne notre conférence est hautement significatif, donc c'est-à-dire la Cité de l'Art, qui est un site touristique, mais aussi historique. Donc, moi, j'aime ça appeler Bourg-la-Marque un peu le vieux Val-d'Or, si on compare aux grandes villes. Et puis, donc, je pense que non seulement nos sujets permettent justement de se souvenir, de s'approprier notre histoire d'angles différents, mais il permet aussi de vitaliser, de mettre la vitalité dans un lieu touristique que peut-être quand on habite à Val-d'Or, qu'on fréquente pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse un peu à tout le monde. Tu sais, pour avoir raconté des bouts de l'histoire de Val-d'Or à des élèves du primaire, du secondaire, à des aînés, à des personnes issues de l'immigration, à des membres des Premières Nations, tu sais, tout le monde y trouve son compte, surtout quand on y va avec, c'est ça, avec des histoires dans l'histoire. Tu sais, juste avec des dates, ça peut venir un peu lourd, un peu plate, des textes de loi. Mais quand on y va avec ce que les gens ont vécu, ça fonctionne à peu près à tout coup. Et en terminant ce soir, Sico en lumière Westwood dès 18h25, c'est Pépé et sa guitare. Vilain Pingouin sera là 19h55. Et pour clôturer cette soirée sur la scène des Jardins, ce sera Québec Redneck Bluegrass Project dès 21h30. Des dizaines de joueurs participent à l'Académie des Foreurs. Ici Zachary Desrosiers et je vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. À Val-d'Or, l'Académie des Foreurs bat son plein. Sur la glace comme à l'extérieur, des jeunes de la région peaufinent leurs habiletés tout en s'inspirant de leur modèle. Un aperçu signé Zachary Desrosiers. Depuis maintenant quelques années, l'Académie des Foreurs bat son plein pendant l'été au Centre Agnico-Eagle de Val-d'Or. Il s'agit d'une semaine complète où les jeunes patinent, apprennent et s'amusent. Ici, l'éthique de travail va de pair avec le plaisir, une valeur soulignée par l'un des responsables du camp, Sean Martin Boutin. À 100%, on va avoir du plaisir, c'est le plus important, tout en leur inculpant une belle éthique de travail. On a des entraîneurs très qualifiés, donc on a du plaisir, puis aussi ça nous permet de leur partager notre passion qui est le hockey. Donc on a beaucoup de plaisir. Les jeunes s'entraînent hors et sur la glace, participent à des ateliers techniques, puis profitent aussi d'activités extérieures pour garder l'esprit d'équipe bien vivant. On a des exercices de patin, maniement de rondelles, lancers, etc. Donc on pratique toutes sortes d'aspects de la game de hockey. Puis après ça, on les met en pratique soit par des petites activités compétitives ou des mini-matchs comme ça. On embarque sur la glace pour une première fois, vu qu'ils ont deux pratiques. Après ça, on s'en va dîner en haut, tout le monde ensemble. Eux autres, ils créent des nouveaux amis, puis en même temps, ils sont avec nous autres, fait qu'ils nous admirent. Puis nous autres, c'est bien le fun de redonner à la communauté.
L'Académie peut compter sur des entraîneurs qualifiés, épaulés par quelques joueurs actuels des Foreurs comme Mathias Bourque, Sheldon Rio et Benjamin Cossette-Ayotte. Sans oublier l'ancien Frédéric Potvin, venu prêter main forte lui aussi pour partager leur expérience avec la relève. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de chacun notre groupe. Souvent, on est 2 par groupe, puis dans le fond, c'est de gérer les activations. On embarque sur la glace avec les coachs qui sont sur la glace toute la journée. Dans le fond, on fait juste s'occuper du bien fonctionnement de tout le camp là, dans la semaine. Ben, honnêtement, c'est super le fun. Tu rencontres des jeunes qui sont là pendant la saison. C'est des fans qui viennent nous voir à chaque match. Fait que de le vivre cette semaine, puis en plus, c'est du hockey. Fait que c'est toujours plaisant. J'avais vraiment hâte de revenir à Val-d'Or. Je pense que c'est rendu quasiment ma ville d'adoption. Fait que si je peux redonner à la communauté ici comme je l'ai fait à Trois-Rivières, pour moi, c'est positif pour moi. Cette année encore, l'Académie affiche complet. Les camps sont toujours complets. On s'ajuste au nombre de participants chaque année. Mais oui, on a vu une évolution, on a changé les manières de faire. Le hockey est en constante évolution. Donc, on s'ajuste d'année après année pour donner le meilleur produit possible. C'est peut-être ici à l'Académie des Foreurs que les futurs Foreurs se forgent, prêts peut-être à devenir les idoles de demain. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Bon, après les belles journées qu'on a eues, ça prenait bien un petit peu de nuages, Roxane. Oh non, on s'en passera pas. Comme vous venez de le dire, qu'Emilia, ce soir, c'est des nuages partout en région avec un 40 de probabilité d'averse avec risque d'orage. Pour demain, encore ce soir, minimum de 17 degrés Celsius en Abitibi et de 18 au Témiscamingue. Et là, on est rendu à demain. On aura quelques percées de soleil, encore avec des nuages, un peu de pluie également prévu, maximum de 26 plus au nord et 25 plus au sud. Et si on regarde là, un aperçu pour samedi, on débute la fin de semaine avec des nuages, maximum de 29 degrés partout dans notre belle région. Merci beaucoup, Roxane. Et merci aussi à vous d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve demain pour notre dernier bulletin d'actualité de la semaine. Passez une belle soirée.